En triant les affaires de mon défunt mari, j'ai trouvé une enveloppe avec une adresse et une clé. À l'intérieur, il y avait un mot: Viens seul, n'emmène pas les enfants. Je me suis rendue à cette adresse. Ce que j'ai vu derrière la porte a bouleversé ma vie. Bonjour, chers auditeurs. C'est de nouveau Clara. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo et écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je m'appelle Dominique Hélène Lambert et j'ai 72 ans. J'ai passé 44 ans mariée à Richard. Et pendant 44 ans, j'ai cru connaître cet homme jusqu'au moindre pli de son portefeuille en cuir usé. Nous avons élevé 2 enfants dans une maison jaune de la rue des Tilleuls à Annecy, en Haute-Savoie. Nous plantions un jardin ensemble chaque mois d'avril. Nous nous disputions pour savoir qui devait payer la facture d'électricité et qui devait s'excuser en premier. Voilà à quoi ressemble un vrai mariage. Ordinaire, imparfait et profondément familier. Richard est mort un mardi de février. Crise cardiaque. Il déneigeait le porche, ce que je lui avais demandé de ne pas faire, et son cœur s'est simplement arrêté. Il avait 69 ans. Le secouriste a dit qu'il n'avait probablement pas beaucoup souffert. Je me suis dit que c'était une miséricorde, bien que dans les semaines qui ont suivi, je n'étais pas sûre que miséricorde soit le mot juste pour tout cela. Après les funérailles, après que les plats cuisinés ont cessé d'arriver et que les cartes de condoléances se sont taries, et que la maison est devenue très silencieuse d'une manière que je n'avais jamais connue. J'ai commencé la tâche de trier les affaires de Richard. C'est quelque chose auquel personne ne vous prépare l'intimité de cet acte. Chaque tiroir que vous ouvrez, chaque veste que vous sortez d'un cintre, chaque vieux reçu que vous dépliez ressemble à une petite conversation avec quelqu'un qui ne peut plus répondre. J'ai commencé par son bureau. Richard avait été un homme méthodique, un ingénieur civil à la retraite, et son bureau était organisé, comme son esprit l'avait été logique, compartimenté, rien qui dépasse. J'ai parcouru les dossiers lentement, un par un. Déclaration d'impôt, document d'assurance. L'acte de propriété de la maison, un dossier intitulé Retraite, qui ne contenait qu'une brochure périmée pour un séjour de pêche dans les Pyrénées. J'ai souri à cela. Il avait toujours parlé des Pyrénées. C'est dans le tiroir du bas, sous une pile de vieilles factures, que j'ai trouvé l'enveloppe. C'était une enveloppe blanche ordinaire, de format lettre scellée. Mon nom n'y figurait pas. Rien n'était écrit à l'extérieur. Mais quand je l'ai retournée, une petite clé en laiton a glissé de l'intérieur. Le genre de clé utilisé pour un coffre ou un garde-meuble accompagné d'un mot plié et d'un morceau de papier sur lequel une adresse avait été écrite de la main de Richard. L'adresse était de l'autre côté de la ville, une rue que je ne reconnaissais pas. Le mot était bref, 4 phrases. Je les ai lues debout à son bureau, puis je les ai relues assise. Et je les ai lues une 3e fois après m'être versé un verre d'eau et avoir essayé de calmer mes mains tremblantes. Dominique, si tu lis ceci, je suis déjà partie. Va à cette adresse. Vas-y seule. N'emmène pas les enfants. N'emmène pas les enfants. Je suis restée longtemps avec ces mots. Richard et moi avions 2 enfants, notre fils Michel, qui avait 43 ans, et notre fille Patricia, qui vivait à Bordeaux, et avait toujours été la plus posée des deux. Richard les adorait tous les deux. Pourquoi aurait-il écrit un mot me demandant de les tenir à l'écart de ce qui se trouvait derrière cette porte? Je me suis dit que ce n'était probablement rien d'alarmant. Un garde-meuble peut être un arrangement financier privé qu'il avait voulu gérer discrètement.
Les hommes de sa génération gardaient parfois les choses compartimentées, non par tromperie, mais par habitude de protection. Une conviction que tourmenter les gens que l'on aime était une faiblesse de caractère. Je me suis répété cela plusieurs fois, mais j'ai aussi remarqué que mes mains n'étaient toujours pas tout à fait stables. J'ai mis l'enveloppe, la clé et le mot dans la poche de mon cardigan et je suis allée préparer le dîner. J'en ai fait trop comme toujours maintenant, et j'ai mangé seule à la table de la cuisine avec la télévision pour compagnie. Dehors, l'obscurité de février est tombée tôt et complètement. Cette nuit-là, je n'ai pas bien dormi. J'étais allongée dans le lit qui sentait encore faiblement le savon de Richard. Je fixais le plafond et je pensais à cette adresse. Je pensais à la formulation spécifique du mot. Non pas tu n'as pas besoin d'emmener les enfants, mais n'emmène pas les enfants. Il y a une différence. L'un est une suggestion, l'autre est un avertissement. Au matin, je n'avais pris aucune décision. Mais j'avais aussi mis l'enveloppe dans mon sac à main, ce qui est une sorte de décision en soi, n'est-ce pas? 3 jours se sont écoulés avant que je ne fasse quoi que ce soit. Pendant ces 3 jours, j'ai cuisiné des repas que je touchais à peine répondus aux appels de Patricia et de la femme de Michel Sophie, qui appelait plus souvent que Patricia et posait plus de questions qu'elle. Et je suis restée assise dans le bureau de Richard pendant de longs moments sans rien faire de particulier. Le deuil est étrange, il ne suit pas une ligne droite. Une heure, vous êtes fonctionnel, et la suivante, vous êtes debout, devant le réfrigérateur ouvert, essayant de vous souvenir de ce que vous êtes venu chercher. Sophie a appelé le mercredi matin. Elle était prévenante, comme elle l'avait été depuis les funérailles. Apportant de la nourriture, proposant d'aider à organiser les papiers, demandant si Richard avait laissé des documents dont elle devrait être au courant. Elle et Michel avaient une procuration sur certains comptes financiers, un arrangement que Richard avait mis en place il y a 2 ans, après une petite alerte de santé. À l'époque, cela avait semblé pratique. Maintenant, debout dans la cuisine avec le téléphone collé à l'oreille et l'enveloppe dans mon sac à main sur le comptoir, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Sophie posait des questions sur les documents comme quelqu'un qui cherche déjà quelque chose. Le notaire a-t-il pris contact a-t-elle demandé. Pas encore, ai-je dit. Tu devrais l'appeler bientôt. Ces choses ont des délais. Je suis au courant, Sophie. Il y eut une brève pause. Bien sûr. Je veux juste m'assurer que tu n'es pas submergé. Michel et moi pouvons nous occuper de beaucoup de choses si tu as besoin de nous. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. Je suis restée un moment dans la cuisine après. Sophie avait toujours été efficace. Elle était agente immobilière douée dans son travail à l'aise avec la paperasse et les transactions. Je ne l'avais jamais vraiment détestée, mais je ne m'étais jamais non plus complètement attachée à elle. Il y avait quelque chose dans sa façon de se déplacer dans une pièce, avec détermination, avec une conscience de ce qui avait de la valeur, qui m'avait toujours fait me sentir, sans pouvoir l'exprimer, légèrement observée. Cet après-midi-là, je me suis rendue à l'adresse indiquée sur le mot de Richard. Je ne l'ai dit à personne. Je suis simplement montée dans ma voiture. J'ai tapé l'adresse dans le GPS de mon téléphone et j'ai conduit. C'était un quartier résidentiel que j'avais déjà traversé, mais où je ne m'étais jamais arrêtée. Des maisons modestes, bien entretenues, le genre de rue où les gens tondent leur pelouse le samedi matin. L'adresse m'a conduite à une petite maison grise au bout d'une impasse. Un seul étage, un porche couvert des jardinières aux fenêtres, bien qu'on soit en février et qu'elles soient vides.
L'allée était vide. Il y avait une boîte aux lettres au bout du chemin. Je suis restée assise dans ma voiture plusieurs minutes. Puis je suis sortie, j'ai marché jusqu'à la porte et j'ai utilisé la clé en laiton. La porte s'est ouverte. Ce que j'ai trouvé à l'intérieur n'était pas ce que j'avais craint. Aucune preuve d'une seconde famille, pas de photos d'inconnus sur les murs, pas de vêtements de femmes dans les placards. Ce que j'ai trouvé, c'est une seule pièce propre qui avait été transformée en un espace de travail privé. Un petit bureau, un classeur, un coffre-fort, encastré dans le mur derrière une aquarelle, encadré du massif des Aravis, et sur le bureau, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de la main de Richard. Je me suis assise sur la chaise de bureau et je l'ai ouverte. La lettre faisait 4 pages manuscrites et elle me disait des choses qui ont changé la forme de tout ce que je pensais comprendre des 2 dernières années de mon mariage. Richard avait découvert 14 mois avant sa mort que Michel et Sophie avaient systématiquement détourné de l'argent d'un compte d'investissement commun, un compte que Richard avait ouvert des décennies auparavant et qui était entièrement destiné à me revenir dans le cadre de sa succession. Ils ne l'avaient pas volé purement et simplement. Ils avaient fait quelque chose de plus insidieux. Sophie, utilisant ses relations dans l'immobilier, avait facilité une série de transferts déguisés en investissements achats via des sociétés écrans honoraires de conseil prêts sur papier qui n'étaient jamais destinés à être remboursés. Le total, selon l'estimation de Richard, se situait entre 200 000 et 250 000 euros. Il avait découvert cela par accident. Il ne les avait pas confrontés. Il avait eu peur, non pas pour lui-même, mais pour ce que cela ferait à notre famille, à Patricia, aux petits-enfants. Et il avait, écrivait-il, profondément honte de ne pas avoir agi plus tôt, d'avoir laissé sa peur de la fracture familiale l'emporter sur son obligation de protéger ce qui était à moi. Le coffre-fort contenait des documents, des relevés de compte, des courriels imprimés, une clé USB. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit de mon vivant, écrivait-il vers la fin de la lettre. J'ai été un lâche à ce sujet. Toi, tu ne l'as jamais été. Fais-toi confiance. J'ai plié la lettre, l'ai remise dans son enveloppe et suis restée assise, très immobile, pendant un long moment. Puis j'ai ouvert le coffre-fort. Il contenait exactement ce que Richard avait promis. Un dossier manille contenait 12 mois de relevés bancaires imprimés pour un compte d'investissement dont je ne connaissais pas l'existence sous sa forme actuelle. Ce qui avait été un compte joint que Richard et moi avions ouvert en 1987 avait subi une série de modifications que je n'avais jamais été invitée à autoriser, restructurer, pour que Michel ait le statut de cosignataire. Les relevés montraient un schéma si clair qu'il en paraissait presque naïf. Des retraits réguliers de montants juste en dessous du seuil qui déclencheraient un examen bancaire automatique, acheminé vers 3 comptes récepteurs différents. 2 de ces comptes recoupés avec les courriels imprimés que Richard avait sauvegardés étaient liés à une société holding enregistrée au nom de jeune fille de Sophie. La clé USB contenait d'autres documents numérisés, une chaîne de courriels entre Sophie et un contact qu'elle ne désignait que par les initiales DW, un nom que je ne reconnaissais pas, discutant de la relocalisation des actifs et de l'importance de finaliser les transferts avant que la situation successorale ne se complique. Le courriel le plus récent de la chaîne était daté de 11 jours avant la mort de Richard. Je suis restée assise à ce bureau dans la maison pendant près de 2 heures. J'ai tout lu 2 fois. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone. J'ai copié le contenu de la clé USB dans un dossier sur le cloud de mon téléphone,
en utilisant le réseau Wi-Fi que Richard avait installé. Le mot de passe était écrit sur un post-it à l'intérieur de la porte du coffre-fort de sa main d'ingénieur soigné. Au moment où j'ai verrouillé la maison et suis partie, j'avais pris ma décision. Je n'appellerai pas Michel. Je n'appellerai pas Sophie. Je ne leur laisserai en aucun cas savoir ce que j'avais trouvé avant d'avoir parlé à un avocat. Pas le notaire que Richard et moi avions utilisé pour nos testaments, car ce notaire avait également été mis en copie de certains documents de restructuration du compte, et je ne savais pas encore quel avait été son rôle. J'avais besoin de quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ne devait rien à personne dans ma famille. Je suis rentrée chez moi et j'ai passé la soirée à chercher des avocats spécialisés en droit des successions à Annecy. J'en ai listé 4. J'ai éliminé le premier car son cabinet avait travaillé pour l'agence de Sophie par le passé. J'ai trouvé cela dans une note de bas de page, sur la page d'un événement de la Chambre de commerce et d'industrie. J'ai éliminé le deuxième car il avait pris sa retraite, selon le site de son cabinet. La troisième était une femme nommée Sandra Moreau, qui exerçait depuis 22 ans et dont les avis sur son cabinet la décrivaient comme rigoureuse et dans une description particulièrement utile, non intimidée par les situations familiales difficiles. J'ai appelé son cabinet le lendemain matin et pris rendez-vous pour vendredi. C'est logique que le comportement de Sophie a changé. Je ne suis pas retournée à la maison grise cette semaine-là, mais je suis passée devant une fois en faisant une course qui m'a menée dans ce quartier, et j'ai remarqué une voiture garée 2 maisons plus loin que j'étais presque certaine d'avoir déjà vue. Une Audi argentée que Sophie conduisait quand elle n'utilisait pas son véhicule de fonction. C'était peut-être une coïncidence. Le quartier n'était pas exclusif, mais je l'ai noté. Ce soir-là, Sophie a rappelé. Le ton était différent, toujours chaleureux, toujours serviable, mais avec une nouvelle qualité sous-jacente, une urgence subtile, que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Maman, a-t-elle dit. Elle m'appelait maman. Depuis la première année de son mariage avec Michel, et j'avais toujours été ambivalente à ce sujet. Je pensais passer ce week-end pour aider à trier le bureau de Richard, juste pour être sûre que rien ne soit jeté accidentellement avant que la succession ne soit réglée. C'est gentil, dis-je, mais j'ai déjà tout regardé. Une pause brève m'est présente. Oh, tu as tout trouvé en ordre. Tout ce dont j'avais besoin, ai-je dit. Une autre pause. Bien sûr. Eh bien, si tu as besoin d'aide avec le classeur ou l'un de ces vieux documents de compte. Je m'en occupe, Sophie. Mais merci. J'ai raccroché. L'avais-je géré avec un sang-froid total? Non. Ma voix avait été stable, mais mon cœur battait de façon désagréable dans ma poitrine. J'avais été mariée à un ingénieur civil pendant 44 ans. Et une chose que cet homme m'avait apprise sans jamais le vouloir était l'importance de ce qu'il appelait l'information porteuse. L'élément de données qui, s'il est retiré, fait s'effondrer tout ce qui se trouve au-dessus. Sophie cherchait le coffre-fort, ou elle cherchait ce que Richard avait laissé derrière lui. Elle ne savait pas encore si je l'avais trouvé, mais elle commençait à soupçonner que j'avais trouvé quelque chose. Le vendredi matin, je me suis rendue au cabinet de Sandra Moreau, au 4e étage d'un immeuble du centre-ville. J'ai pris l'ascenseur et me suis assise en face d'une femme aux yeux calmes et avec un bloc-notes jaune, et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle a débouché son stylo. Avez-vous les documents avec vous? A-t-elle demandé. J'ai ouvert mon sac à main et j'ai placé les originaux sur son bureau. Sandra Moreau les a regardés longuement, puis elle m'a regardée.
Madame Lambert, dit-elle, vous avez un dossier solide. C'est Sandra a déposé les premières requêtes dans les 72 heures. Elle était efficace d'une manière qui me rappelait étrangement Richard. Pas chaleureuse exactement, mais précise. Elle m'a expliqué ce qu'elle faisait en langage simple, déposer une opposition formelle aux modifications du compte. Au motif que je n'avais pas donné mon consentement éclairé, demander un audit complet du compte d'investissement restructuré et soumettre une saisine au pôle financier du parquet qui, à son tour, informerait l'établissement bancaire. Le processus, a-t-elle dit, ne serait pas rapide, mais il serait approfondi. Et la documentation que Richard avait laissée était, selon son évaluation, exceptionnellement complète. Votre mari était ingénieur, dit-elle presque pour elle-même en examinant les relevés imprimés pour la troisième fois. Il l'était, ai-je dit. Il a documenté cela comme un ingénieur documente une défaillance structurelle, étape par étape, cause et effet. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma gorge. Il disait toujours que si vous ne pouviez pas montrer vos calculs, vous ne saviez pas vraiment ce que vous faisiez. Sandra a hoché la tête. Cela vous servira. Je suis rentrée de son bureau et j'ai essayé de reprendre la routine de mes journées. J'ai appelé Patricia ce soir-là, pas pour tout lui dire pas encore, mais parce que j'avais besoin d'entendre sa voix. Patricia m'a demandé comment j'allais, et j'ai dit que je gérais ce qui était vrai au sens le plus strict. Elle a dit qu'elle pensait venir me rendre visite en mars. Je lui ai dit que cela me ferait très plaisir. L'appel de Michel est arrivé 4 jours plus tard, pas de Sophie de Michel, ce qui m'a indiqué que Sophie avait évalué la situation et décidé qu'un fils confrontant sa mère aurait un impact différent d'une belle fille faisant de même. Elle n'avait pas entièrement tort. La voix de Michel, quand il a appelé, faisait ce qu'elle faisait toujours quand il gérait quelque chose. Elle était trop contrôlée, trop égale, comme un homme lisant un script qu'il avait répété. Maman, nous devons parler de ce que tu as fait. Toi, qu'est-ce que j'ai fait, Michel? Tu as engagé une avocate sans nous en parler. J'ai le droit d'engager une avocate. Bien sûr que tu as le droit. Dit posé. Mais tu dois comprendre que ce que tu fais pourrait nuire à cette famille. Des audits, des enquêtes. Sais-tu ce que cela fait à la réputation des gens, à leur carrière, Sophie, et dans l'immobilier? Son nom est associé à des transactions qui paraîtront. Qui paraîtront quoi? Ai-je demandé. Silence. Michel, dis-je, j'ai trouvé les documents que ton père m'a laissés. J'ai trouvé les relevés de compte. J'ai trouvé les courriels. Je sais ce qui s'est passé. J'ai seul le silence. À l'autre bout du fil était d'une autre nature. Pas réfléchi, mais stupéfait. Le silence de quelqu'un dont le sol vient de se dérober sous ses pieds. Puis la voix de Sophie est intervenue. Elle était là depuis le début à écouter. Dominique. Sa voix était composée d'une manière que celle de Michel n'avait pas été plus dure, plus délibérée. Tu fais une grave erreur. Ce que tu penses, Élise, avoir trouvé n'est pas ce que ça semble être. Il y a eu des conversations entre Richard et Michel à propos de ces transferts. Ils étaient convenus. Richard comprenait ce qu'il faisait. Alors vous n'aurez aucune difficulté à le démontrer aux auditeurs, ai-je dit. Si tu poursuis dans cette voie, dit Sophie, et sa voix baissa légèrement. Pas un cri, mais quelque chose de plus contrôlé qu'un cri, ce qui était pire. Tu perdras ton fils. C'est ça que tu veux.
Faire exploser ta famille pour de l'argent à ton âge. À mon âge. J'ai tenu le téléphone très fermement. Si mon fils peut être perdu parce que sa mère réclame ce qui lui revient de droit, alors je pense que la perte a eu lieu bien avant cet appel. J'ai entendu Sophie émettre un son sec. Puis Michel. Maman, je vais raccrocher maintenant. S'il te plaît, ne me contacte plus directement, ai-je dit. Si tu as quelque chose à dire, dis-le à mon avocate. Et j'ai mis fin à l'appel. Je suis restée assise dans le fauteuil de Richard dans le salon pendant un long moment après cela. Mes mains, quand je les ai enfin regardées, étaient parfaitement immobiles. J'en fus surprise. Je m'attendais à ce qu'elles tremblent. Dans les jours qui ont suivi, il n'y a eu aucun contact de la part de Michel ou Sophie. Sandra m'a informé que leur propre avocat avait pris contact, un cabinet que Sophie avait utilisé pour des transactions immobilières, ce qui selon Sandra n'était pas un choix judicieux pour ce type d'affaires. La procédure formelle était en cours. Il n'y avait rien à faire pour moi sinon attendre et prendre soin de moi. C'est donc ce que j'ai fait. J'ai dormi. J'ai appelé Patricia et nous avons longuement parlé de choses sans importance. Je me promenais dans le quartier le matin même quand il faisait froid, car Richard avait toujours dit que le mouvement était un médicament. Je faisais de la soupe et je la mangeais assise à la table de la cuisine, avec un livre au lieu de la télévision. Je n'étais pas heureuse, mais je n'avais pas peur, et il y a un grand espace entre ces deux états dans lequel une personne peut se reposer. C'est Bernadette Dubois qui m'a sauvée, bien qu'elle rirait de cette description. Bernadette était ma meilleure amie depuis 30 ans, depuis que nous avions toutes deux siégé au même comité paroissial et découvert au-dessus d'une table pliante couverte d'enveloppes de dons que nous partagions un mépris identique pour les réunions inefficaces. Elle avait 70 ans, institutrice à la retraite veuve elle-même depuis 2019, et elle avait une capacité infaillible à dire la vérité sans que cela ne ressemble à une opération chirurgicale. Je l'ai appelée un dimanche matin, 3 semaines après le début de la procédure, et je lui ai tout raconté. Je n'en avais parlé à personne d'autre, ni aux voisins, ni à mon club de lecture, ni aux femmes de la paroisse, mais je l'ai dit à Bernadette, parce que garder tout cela pour moi commençait à peser sur ma poitrine. Elle a écouté, elle n'a pas interrompu. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse un moment, puis elle avait dit Dominique, cette femme, attendait la mort de Richard depuis des années. Ce n'était pas une chose gentille à dire, c'était la vérité. Comment le sais-tu? Ai-je demandé. Je l'observais lors des réunions de famille, la façon dont elle regardait la pièce. Les gens qui vous aiment vous regardent vous. Les gens qui calculent ce que vous valez regardent la pièce. J'ai longuement réfléchi à cela. L'approche indirecte de Sophie est venue le mardi suivant. Pas un appel téléphonique. Sophie était trop contrôlée pour cela après notre dernière conversation. Une lettre remise en main propre par Michel dans ma boîte aux lettres, ce qui m'en a beaucoup appris sur la nature de leur arrangement. Michel était en fin de compte le coursier de Sophie dans cette affaire. Il a conduit la voiture, sonné à la porte, mis la lettre dans la boîte et n'a pas frappé à la porte. J'ai trouvé la lettre en sortant pour ma promenade matinale. La lettre était civile dans son langage et chirurgicale dans son intention. Elle proposait une résolution privée, un paiement forfaitaire à Dominique de 75 000 € structuré comme un don familial volontaire, en échange du retrait de toutes les procédures formelles par Dominique. Elle présentait cela comme une option pratique
qui permettrait à la famille d'éviter une exposition publique douloureuse. Et elle contenait une ligne vers la fin que j'ai lue 2 fois. À ce stade de votre vie, une longue procédure judiciaire pourrait vous coûter plus en temps et en santé que le résultat ne le vaudrait. À ce stade de votre vie. Sophie avait utilisé une version de cette phrase 2 fois maintenant. La première fois au téléphone, la seconde par écrit. J'ai compris que c'était une stratégie non pas de la cruauté pour le plaisir, mais une évaluation calculée que je pouvais être amenée à me sentir vieille, fatiguée et ne valant pas la peine de me battre. C'était, réalisais-je, la même stratégie que quelqu'un utilise lorsqu'il sous-estime un mur porteur. Il pousse contre, s'attendant à ce qu'il cède, et découvre au contraire qu'il tient bon. J'ai apporté la lettre à Sandra. Elle l'a lue avec une neutralité professionnelle que j'avais appris à trouver rassurante. 75 000, dit-elle, alors que le montant initial était plus proche de 250 000. Oui, ai-je dit. Elle a posé la lettre. Ils ont peur. Cette offre est une mesure de leur peur. Devrais-je m'inquiéter de l'offre? Non. De leur prochain mouvement modérément. Elle m'a regardé fixement. Les gens qui font ce genre d'offres et qui sont refusés ont tendance à intensifier avant de s'effondrer. Soyez prête à cela. Je l'ai remercié et suis rentrée chez moi. Ce soir-là, j'ai assisté pour la première fois à un groupe de soutien pour veuves qui se réunissait au sous-sol du centre paroissial de l'avenue Foch. Bernadette y allait depuis 2 ans et me l'avait suggéré gentiment 3 fois avant que je n'accepte enfin. J'y étais réticente, comme je l'étais pour la plupart des choses qui exigeaient que je sois observée par des inconnus, mais j'ai été heureuse d'y aller. Le groupe était composé de 8 femmes âgées de 59 à 81 ans. Elles étaient drôles et honnêtes, et plusieurs d'entre elles avaient géré des complications de succession qui faisaient paraître la mienne, sinon simple, du moins pas sans précédent. Une femme nommée Gloria, qui avait 66 ans et avait passé 3 ans en litige successoral avec les partenaires commerciaux de son défunt mari, m'a regardé par-dessus son gobelet en carton et a dit: «La première année, ils vous testent pour voir jusqu'où vous êtes prête à endurer. Après ça, ils savent.» Bien, je suis rentrée de cette réunion en ressentant pour la première fois depuis février quelque chose qui n'était ni du chagrin ni de la colère, mais quelque chose de plus proche de la solidarité. Je n'étais pas seule dans cette épreuve. Je ne l'avais jamais été. J'avais simplement oublié de regarder autour de moi. Ils sont venus un samedi matin d'avril. J'ai vu l'audi argenté dans mon allée depuis la fenêtre de la cuisine pendant que je préparais le café. Je n'avais pas été prévenue. Ils n'avaient pas appelé. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la nature de la visite, avant même d'ouvrir la porte. Michel portait l'expression qu'il avait adolescent quand il avait fait une bêtise, et espérait que son charme comblerait la distance, un air étudié d'ouverture, de sincérité, d'être le genre d'homme qui voulait simplement arranger les choses. Sophie se tenait légèrement derrière lui, ce qui était inhabituel. Elle n'était pas une femme qui se tenait derrière les gens. Elle portait un manteau doux couleur camel et tenait un petit sac en papier. Des pâtisseries de la boulangerie de la rue Sainte-Claire qu'elle savait que j'aimais. Le sac est resté sur ma table basse pendant toute la visite non ouverte. Aucun de nous ne l'a mentionné.
Nous nous sommes assis dans le salon, Michel et Sophie sur le canapé, moi dans le fauteuil de Richard, une cafetière sur la table entre nous que j'avais préparée, parce qu'avoir quelque chose à faire de ses mains est utile dans ces situations. Je ne les ai pas servis, je me suis servi. Michel a commencé. Il était désolé, a-t-il dit. Désolé pour l'appel téléphonique, désolé pour la tournure des événements. Lui et Sophie subissaient un stress financier énorme. Le marché immobilier, les taux d'intérêt, 2 enfants à l'université en même temps. Il n'a pas utilisé le mot vol. Il a utilisé des expressions comme emprunter sur l'héritage futur et un arrangement informel et quelque chose que papa comprenait et approuvait. Il a dit tout cela avec la conviction de quelqu'un qui l'avait répété jusqu'à y croire à moitié. J'ai remarqué qu'il ne me regardait pas dans les yeux pendant qu'il parlait. Il regardait la table basse, ses propres mains, la fenêtre partout, sauf moi. J'ai écouté sans interrompre. Cela aussi, je l'avais appris de Richard. Laisse la structure montrer ses propres faiblesses, disait-il en examinant des rapports d'ingénierie. Pousse trop tôt et tu risques de manquer la vraie faille. Puis Sophie a parlé. Elle s'est penchée légèrement en avant et sa voix a changé. Elle a baissé d'un ton et devenue intime de femme à femme d'une manière profondément calculée. Je sais qu'il y a Dominique. Je sais que cette année a été terrible. Perdre Richard, traverser tout cela seul. La dernière chose que nous voulons, c'est que tu passes le temps et l'énergie qu'il te reste avec des avocats et des tribunaux. Pense à ce que cela te coûte. Pas seulement en argent, mais émotionnellement. Tu mérites la paix. Tu mérites de passer ce temps avec tes petits-enfants, avec Patricia, pas dans des dépositions. Elle a fait une pause, et je pouvais la voir lire mon visage pour y déceler un mouvement, comme on lit l'eau pour y trouver un courant. Si tu abandonnes les poursuites, a-t-elle continué, nous pouvons trouver un arrangement, directement quelque chose de juste, quelque chose qui ne blesse personne. Je l'ai regardé un moment. J'ai pensé au sac de pâtisserie. J'ai pensé aux mots justes, à la facilité avec laquelle il vient à ceux qui ont pris quelque chose qui ne leur appartenait pas, comment ils s'en saisissent comme d'un outil qu'ils ont le droit d'utiliser. J'ai pensé à Richard à son bureau dans cette maison grise, imprimant ses courriels, documentant chaque transfert, construisant le dossier qu'il avait trop peur d'utiliser de son vivant. Il avait fait ce travail seul. Je n'allais pas laisser cela ne rien signifier. J'ai posé ma tasse de café. Ce que vous m'avez pris, ai-je dit, s'élevait à environ 250 000 euros. L'offre dans votre lettre était de 75 000. Ce que vous décrivez maintenant comme quelque chose de juste. Quel chiffre aviez-vous en tête? L'expression de Sophie a changé de manière presque imperceptible. Ce n'est pas vraiment parce que l'équité est un chiffre, ai-je dit. Ce n'est pas un sentiment. Et le chiffre que je peux démontrer à un tribunal est de 250 000 euros plus mes frais de justice. Michel a commencé à dire quelque chose. Sophie lui a touché le bras, un geste petit et rapide, et il s'est tu. Nous ne sommes pas ici pour négocier dans ton salon, a dit Sophie. Sa chaleur avait maintenant disparu. Pas d'un coup, mais comme un ciel qui se dégage des nuages, et l'on se rend compte que le bleu était toujours derrière. Nous sommes venus te donner une opportunité de gérer cela discrètement. Tu as dit non à cette opportunité. Je veux juste m'assurer que tu comprends ce que tu choisis. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Je pense que vous devriez partir. Michel m'a regardé.
m'a vraiment regardé pas Sophie pour une directive, mais moi. Et pendant un instant, il a ressemblé à mon fils. Pas la version gérée et répétée, mais le garçon qui avait pleuré quand son chien était mort à 11 ans et qui avait dormi avec la lumière allumée pendant une semaine après. Je m'étais assise à côté de lui sur son lit, dans le noir, jusqu'à ce qu'il s'endorme. Je me souvenais encore du poids de sa tête contre mon épaule. Je me demandais s'il s'en souvenait aussi. Puis l'expression s'est refermée comme un volet. Sophie s'est levée la première. Elle a pris son sac, les pâtisseries toujours intactes, et l'a glissé sous son bras, avec une délibération composée qui était, je pense, la chose la plus honnête qu'elle ait faite de toute la matinée. Elle ne les laissait pas derrière elle comme un geste de chaleur. Elle reprenait ce qu'elle avait apporté. Ils sont partis. J'ai écouté Lodi sortir de mon allée en marche arrière et disparaître dans la rue. Je suis restée assise très immobile pendant quelques minutes après. Ce que je ressentais n'était pas de la confiance exactement. C'était quelque chose de plus compliqué. Une peur, je ne prétendrai pas qu'elle n'était pas là. Une connaissance froide et réelle que ces deux personnes avaient les moyens et le mobile de rendre les prochains mois difficiles. Mais sous la peur, il y avait quelque chose de plus dur. Richard avait eu peur lui aussi, et sa peur nous avait coûté à tous les deux. J'avais fait un choix différent. J'avais l'intention de continuer à le faire. Le sac de pâtisserie était parti. L'affaire, non. L'audience était prévue pour le 3e jeudi de mai dans une salle d'audience civile au 2e étage du palais de justice d'Annecy. Sandra avait passé les semaines précédentes à me préparer avec la même rigueur qu'elle apportait à tout. Nous avons examiné les documents à plusieurs reprises. Elle m'a fait parcourir la séquence des transferts, la trace écrite, les courriels, les modifications de compte. Elle m'a dit à quoi m'attendre de l'avocat de Sophie et Michel, un homme nommé Gérard Faure, qui s'occupait principalement de litiges immobiliers et dont la compréhension du droit de la fraude successorale, a dit Sandra avec une litote professionnelle, n'était pas profonde. Elle m'a aussi dit à quoi m'attendre de moi-même, que je pourrais ressentir l'envie de parler, alors que je devrais me taire de réagir, alors que je devrais rester calme, et que la chose la plus puissante que je pouvais faire dans cette salle était d'être exactement ce que j'étais. Une veuve de 72 ans, assise calmement à côté de son avocate, avec un dossier de documentation impeccable. Vous n'avez rien à jouer, a dit Sandra l'après-midi d'avant. Les preuves jouent pour vous, vous devez juste être présente. Je me suis habillée avec soin ce matin-là, un blazer gris sur un chemisier blanc des talons bas, car j'avais appris des décennies auparavant que le confort physique compte quand on va être assise sur une chaise dure pendant plusieurs heures à se concentrer. Je suis arrivée avant Michel et Sophie. J'ai trouvé ma place à côté de Sandra. J'ai croisé les mains sur mes genoux et j'ai attendu. La salle d'audience était plus petite que celle que j'avais vue à la télévision lambrissée, éclairée par des néons, avec le silence particulier des espaces institutionnels. J'ai regardé la juge, une femme d'une cinquantaine d'années, avec des lunettes de lecture sur une chaîne, et j'ai pensé, elle s'est assise dans cette pièce et a entendu des versions de cette histoire auparavant. Des gens qui mentent pour de l'argent, des familles qui se fracturent le long des lignes de faille de l'héritage. Elle ne serait pas choquée. C'était de manière inattendue un réconfort. Ils sont entrés ensemble. Sophie portait une robe bleu marine bien coupée,
et se déplaçait avec le sang-froid de quelqu'un qui avait décidé que le sang-froid était le seul outil qui lui restait. Michel marchait légèrement derrière elle, comme toujours maintenant. Gérard Faure s'est installé à côté d'eux, avec l'aisance d'un homme qui n'avait pas encore pleinement évalué son propre désavantage. Maître Fort a commencé en leur nom avec ce que Sandra avait prédit une affirmation, selon laquelle les modifications de compte avaient été faites avec la pleine connaissance et l'approbation verbale de Richard, que c'était un arrangement familial à des fins de planification successorale, et que ma contestation représentait une mauvaise compréhension des intentions de mon défunt mari. Il était lisse, il était confiant, il construisait sur du sable. La plaidoirie d'ouverture de Sandra fut plus discrète et dura 2 fois moins longtemps. Elle a présenté le dossier documentaire par ordre chronologique. Elle n'a pas commenté. Elle a laissé les chiffres parler. J'ai observé le visage de la juge pendant que Sandra passait en revue chaque pièce à conviction, les relevés de compte, les formulaires de modification, les courriels imprimés. L'expression de la juge n'a pas changé, mais son stylo se déplaçait régulièrement sur son bloc-notes. Et il se déplaçait plus quand Sandra parlait que lorsque Maître Fort parlait. La première suspension de l'audience est intervenue après 2 heures. Je suis restée dans le couloir avec Sandra. J'ai bu de l'eau dans un gobelet en carton et j'ai très peu parlé. À travers les hautes fenêtres au bout du couloir, je pouvais voir le ciel de mai. Bleu, vraiment bleu, le genre de jour qui n'a aucun intérêt pour les agissements des êtres humains et leur trahison. J'en étais heureuse. Je respirais l'air recyclé du tribunal et je pensais au jardin à la maison qui aurait besoin d'être arrosé à mon retour. Lorsque l'audience a repris, Sophie a été appelée à témoigner. Elle était composée au début prudente, délibérée cohérente avec le récit de l'accord verbal. Elle a parlé de Richard avec une affection qu'elle déployait comme un accessoire. Elle a décrit leur relation comme proche, confiante, transparente. Elle a utilisé le mot famille fréquemment. Je suis restée assise, j'ai écouté et j'ai gardé mon visage impassible. Sandra l'a contre-interrogée avec la chaîne de courriels. Pas toute la chaîne. 3 courriels spécifiquement, ceux faisant référence à la finalisation des transferts avant que la situation successorale ne se complique. Des courriels datés de 11 jours avant la mort de Richard. Pouvez-vous expliquer, a demandé Sandra, comment cette formulation est cohérente avec un arrangement familial volontaire et ouvertement convenu? Sophie a dit que le langage était informel, un raccourci n'indiquant rien de dissimulé. Sandra lui a montré le deuxième courriel. Dans ce message, vous faites référence à votre cosignataire comme étant complètement isolé. De quoi l'isoliez-vous? Je faisais référence à... Sophie s'est arrêtée. C'était du langage commercial, du langage immobilier. Ce n'est pas un compte immobilier, a dit Sandra. C'est un compte d'investissement pour la retraite au nom de Dominique Lambert. Un silence s'est abattu sur la pièce d'une qualité différente des silences précédents. Même Maître Fort était immobile. Je n'ai pas regardé Sophie. J'ai regardé la juge qui écrivait. Le sang-froid de Sophie a tenu encore 20 minutes. Ce sont les documents de modification de compte qui l'ont finalement fait craquer. Spécifiquement, un formulaire exigeant la cosignature de Dominique, qui, selon les dossiers, avait été soumis sans cette signature. Sandra a placé le formulaire sur la table et a demandé à Sophie d'identifier la signature sur la ligne de co-autorisation. Sophie a dit qu'il était possible qu'il y ait eu une erreur de traitement. Sandra a demandé si Sophie était familière avec le terme « faux » en écriture, selon la loi française.
Pour la première fois, les yeux de Sophie ont bougé. Pas vers Sandra, pas vers son avocat, pas vers la juge, mais vers Michel. C'était un petit mouvement involontaire, le réflexe de quelqu'un qui est à court de réponses préparées et qui cherche une bouée de sauvetage. Michel regardait la table. Il ne lui a pas rendu son regard. Ce moment, Sophie se tournant vers lui et ne trouvant rien était, je pense, son propre verdict. Michel a été appelé ensuite. Son témoignage était celui d'un homme essayant de maintenir deux histoires contradictoires à la fois. Il a confirmé le récit de l'approbation verbale comme Sophie l'avait raconté. Mais quand Sandra lui a demandé de décrire la conversation spécifique au cours de laquelle Richard avait accepté les transferts, son récit différait de celui de Sophie sur trois détails précis: la date, le lieu et si quelqu'un d'autre était présent. Quand Sandra l'a souligné, plaçant les deux témoignages côte à côte sur son bloc-notes, Michel a regardé la table. Il avait fait ça toute la journée, regarder la table, ses mains le sol n'importe où, sauf là où la vérité le regardait en face. J'avais observé mon fils pendant 43 ans et je savais ce que cette posture signifiait. C'était la même posture qu'il avait à 9 ans quand il avait cassé la fenêtre d'un voisin et essayé d'expliquer comment la balle était arrivée là toute seule. Il n'avait jamais été un menteur habile. Il avait simplement trouvé quelqu'un qui l'était. Monsieur Lambert a dit: Sandra, votre père a-t-il jamais, en votre présence directe, explicitement autorisé le transfert de fonds de son compte de retraite personnel vers la société holding enregistrée au nom de votre femme? Michel est resté silencieux pendant 7 secondes. J'ai compté. Il comprenait ce que nous faisions, a-t-il dit finalement. Ce n'est tennis que j'ai demandé, a dit Sandra. La pièce était très silencieuse. Dehors, quelque part, l'après-midi de mai continuait sans nous. La décision est tombée 6 semaines après l'audience. J'étais assise dans le bureau de Sandra lorsque son assistante a apporté le document. Sandra l'a lu en silence, son expression professionnellement neutre comme elle l'avait été tout du long. Stable contenu ne révélant rien jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose de valable à révéler. Puis elle a levé les yeux. Restitution intégrale, a-t-elle dit, 247 000 € plus vos frais de justice. Le tribunal a également accepté la saisine du pôle financier. Je suis restée assise avec ça un moment. Dehors, par la fenêtre de Sandra, les immeubles du centre-ville captaient la lumière de fin de matinée, comme ils le faisaient toujours en été, indifféremment et complètement. Et j'ai pensé à quel point c'était étrange que le monde ait exactement la même apparence, le jour où une chose était résolue, que le jour où elle avait commencé. Et la signature de Sophie sur le formulaire de modification, le tribunal l'a jugée non autorisée. Cette conclusion a été transmise au bureau du procureur de la République. Sandra a posé le document. C'est un délit pénal, Dominique. Ce sera poursuivi séparément de l'affaire civile. Hocher la tête. Je ne ressentais pas d'exultation exactement. Je ressentais quelque chose de plus proche de la résolution d'une longue tension. La façon dont une faille structurelle dans un bâtiment se sent, m'avait dit Richard un jour, lorsque la réparation est enfin terminée et que la charge est à nouveau correctement répartie. Pas dramatique, pas triomphant. Juste correct, la façon dont une chose est censée se sentir lorsqu'elle retourne à la position qu'elle aurait dû occuper depuis le début.
Sandra a glissé une copie de la décision sur le bureau vers moi. J'ai lu le paragraphe principal 2 fois lentement, comme Richard m'avait toujours appris à lire les contrats non pas pour ce qu'ils disent, mais pour ce à quoi ils s'engagent. Le langage était clair, sans ambiguïté. Le tribunal avait statué en faveur de Dominique Hélène Lambert sur tous les points principaux. J'ai remercié Sandra. Elle a accepté cela avec la même équanimité professionnelle qu'elle apportait à tout. Et puis elle a dit quelque chose que je n'attendais pas. Votre mari a fait du bon travail. Il l'a fait, ai-je dit. Il a juste attendu trop longtemps pour le montrer. Pas vous, a-t-elle dit. Le jugement civil était immédiatement exécutoire. L'avocat de Sophie et Michel a déposé une requête pour retarder l'exécution au motif que les fonds avaient été dispersés et nécessiteraient du temps pour être liquidés. Le tribunal leur a donné 90 jours. Sandra m'a dit que c'était la procédure standard et que le jugement serait payé. Compte tenu des actifs immobiliers de Sophie, il n'y avait aucune question de capacité, seulement de volonté, et la volonté n'était plus la variable déterminante. La carte professionnelle d'agent immobilier de Sophie a été examinée par la commission de contrôle dans les 3 semaines suivant la saisine pénale. Je n'ai pas cherché ce résultat. C'était une conséquence du processus, pas une cible que j'avais visée. Mais je ne prétendrai pas que j'étais désolée. Elle avait utilisé sa position professionnelle, ses relations dans le secteur, sa connaissance de la manière dont l'argent circule dans les transactions immobilières pour vider systématiquement ce que Richard et moi avions construit pendant 4 décennies. La carte n'avait pas été accessoire à ce qu'elle avait fait. Elle avait été instrumentale. La société holding a été dissoute. Les 3 comptes récepteurs ont été gelés en attendant l'enquête pour fraude. Le pôle financier m'a dit Sandra était particulièrement intéressée par l'entité qu'elle avait mentionnée dans les courriels sous les initiales DW, un courtier en hypothèque nommé Didier Wautier, qui avait facilité 2 des transferts. Il n'était pas mon problème, il était celui de quelqu'un d'autre. Mais j'ai noté, sans satisfaction ni son contraire, que le cercle était plus large que ma simple table de cuisine. Michel m'a appelé 1 fois après la décision. J'ai répondu parce qu'il était toujours mon fils et que je n'étais pas tout à fait sûre de ce que cela signifiait maintenant, mais je savais que cela signifiait quelque chose. Certaines choses persistent au-delà du point où elles sont confortables, et la parentalité en est une. Maman, a-t-il dit. Il semblait très fatigué. Pas la fatigue gérée de quelqu'un qui joue l'épuisement, mais la vraie. Celle qui vient de mois passés à maintenir une histoire qui ne cesse de s'effondrer. Michel, Il s'est arrêté à réessayer. Je l'ai laissé trop gérer tout ça. Je savais que c'était mal. Je me suis dit que ce n'était que de l'argent, que de la comptabilité, que tu ne le remarquerais jamais, et que papa était malade de toute façon. Et ai-je dit, ne fais pas de ça ton histoire. Tu savais ce que tu faisais. Il n'a pas argumenté, ça au moins c'était honnête. Je m'attendais à de la déviation, à de la justification, à l'architecture familière de l'autoprotection. Au lieu de cela, il est resté silencieux. Et dans ce silence, j'ai entendu quelque chose qui aurait pu être le début de la prise de responsabilité, ou peut-être simplement un épuisement si complet qu'il ne laissait plus de place à rien d'autre. Je ne savais pas lequel. Je n'étais pas sûre que cela importait encore. Je t'aime, ai-je dit. Et ce que tu as fait est une profonde trahison. Les 2 sont vrais. Je ne vais pas prétendre que l'un annule l'autre. Il a dit « je sais ».
J'ai mis fin à l'appel. Patricia est arrivée de Bordeaux le week-end après la décision. Elle était au courant à ce moment-là. Je lui avais dit avant l'audience parce qu'elle méritait de savoir et parce que j'étais fatiguée de gérer l'information d'une manière qui ne servait personne et surtout pas moi. Elle était restée silencieuse pendant un long moment après que je lui ai raconté. Un long silence spécifique que j'ai reconnu comme le silence de quelqu'un qui réorganise le mobilier d'une relation qu'il pensait comprendre. Puis elle avait dit: «J'arrive». C'était tout, était assez. Nous nous sommes assises sur le porche ensemble le samedi soir avec 2 verres de vin et le jardin faisait ce que les jardins font en juin tranquillement, avec insistance, sans aucun intérêt pour les difficultés humaines. Les premières roses s'ouvraient le long de la clôture. Richard avait planté ses rosiers il y a 20 ans et n'avait jamais vraiment réussi à les tailler correctement. Et chaque année, il poussait d'une manière légèrement tordue et complètement vivante. Patricia a dit: «Papa P. Papa aurait aimé Sandra Moreau. Il l'aurait aimé, oui, ai-je dit. Il respectait les gens qui montraient leurs calculs. Nous sommes». Avec cette pensée, un moment, la soirée était chaude, et aucune de nous n'avait besoin de dire autre chose. L'été est arrivé, et avec lui une sorte de légèreté que je n'avais pas prévue. J'ai gardé la maison grise. Cela m'a surprise quand je l'ai décidé, et cela a surpris Sandra, et cela aurait certainement surpris Sophie, qui avait peut-être supposé que je la vendrais pour en finir. Mais c'était le dernier projet de Richard, son acte méticuleux de préparation privée, et il y avait quelque chose en moi qui n'était pas prête à le laisser partir. J'ai engagé un peintre. J'ai fait replanter les jardinières avec de la lavande et de l'alyssum blanc retombant, et j'en ai fait ce qu'elle avait peut-être toujours été destinée à être un endroit à moi. J'y allais le mardi matin avec un café et un livre. Je m'asseyais au petit bureau et je faisais ce qui me plaisait. Parfois je lisais, parfois je m'asseyais simplement et j'écoutais le quartier, une tondeuse 2 rues plus loin des enfants, quelque part, le calme d'un matin de semaine. Ce n'était pas simplement une maison. C'était la preuve que Richard m'avait assez bien connue pour me laisser quelque chose dont je ne savais pas encore que j'avais besoin. C'était une petite chose, mais elle était entièrement à moi. Bernadette et moi avons commencé à marcher ensemble 3 matins par semaine, quelque chose que nous avions toujours eu l'intention de faire et jamais organisé. Nous marchions le long des quais du Thiou aux petites heures quand la lumière était belle et que les touristes n'étaient pas encore sortis. Nous parlions de nos maris, de nos enfants, de la sagesse ordinaire accumulée au cours de longues vies. Bernadette était comme elle l'avait toujours été, la meilleure des compagnies, quelqu'un qui ne vous demandait pas de jouer un rôle. Lors d'une de nos promenades fin juillet, elle a dit: «Tu sembles différente». J'ai demandé en quoi. Elle y a réfléchi et a dit: «Comme si tu étais de nouveau à l'intérieur de ta propre vie, au lieu de te tenir à l'extérieur en train de la regarder». J'ai retourné cette phrase avec soin, comme Richard vérifiait des mesures, et j'ai décidé qu'elle avait raison. Le groupe de veuves a continué. Je suis devenu au fil du temps l'un des membres les plus anciens, et occasionnellement un nouveau membre arrivé sous le choc récemment seul, naviguant d'une version de ce que j'avais navigué. Et je me retrouvais en face d'elle à dire le genre de choses que Gloria m'avait dites un jour, que c'était surmontable, que l'on avait le droit d'être en colère, qu'être vieille ne signifiait pas être sans recours. Patricia est venue 2 fois cet été-là, et nous avons parlé, vraiment parlé, comme nous ne l'avions pas fait depuis qu'elle était jeune fille. Elle était
J'en suis venue à le comprendre plus comme Richard que je ne l'avais réalisé, prudente, privée loyale jusqu'à l'effacement de soi. Nous nous réapprenions, et c'était un bon travail. Michel était plus difficile. La procédure pénale contre Sophie avançait lentement, comme c'est le cas pour ce genre de choses. Elle a été inculpée en septembre de 3 chefs d'accusation de fraude financière et d'un chef de falsification de documents. Elle a engagé un avocat pénaliste, un cabinet différent, meilleur que Maître Fort, mais pas assez bon finalement pour changer le problème fondamental de son dossier, à savoir que la documentation présentée par Sandra était exhaustive. Elle n'était pas une femme qui avait commis une erreur par négligence. C'était une femme qui avait mené une opération soignée, et les opérations soignées laissent des traces. Sa carte professionnelle a été formellement révoquée en août. Elle a contesté. La décision de la commission a été maintenue. On me dit non pas par des proches de la situation, mais par les canaux ordinaires d'une petite ville que Michel et Sophie ont vendu leur maison à l'automne. La vente n'était pas volontaire au sens propre du terme. C'était une liquidation. La vie que Sophie s'était construite, les références, le réseau professionnel. La réputation s'était effondrée avec une rigueur que je soupçonne même elle n'avait pas anticipée lorsqu'elle avait décidé pour la première fois que mon compte de retraite était une opportunité. Les enfants et petits-enfants séjournaient chez la mère de Sophie pendant la tourmente. Cela m'a peiné d'une manière que la trahison financière n'avait pas fait, car ces enfants n'avaient rien fait et en porteraient le poids de toute façon. J'ai écrit à chacun d'eux une carte manuscrite avec mon numéro de téléphone et la simple déclaration que leur grand-mère les aimait et n'allait nulle part. L'une d'elles m'a appelée Emma, qui avait 19 ans. Nous avons parlé pendant 40 minutes. Elle a pleuré. Moi non, mais de justesse. Elle est venue dîner le dimanche suivant à manger 2 portions de poulet et de riz et s'est endormie sur le canapé après. Je l'ai couverte avec le plaid du fauteuil de lecture de Richard et j'ai éteint la lampe. C'est, je pense, le soir où j'ai compris que j'allais m'en sortir. Michel a assisté à 2 des audiences pénales sans Sophie assise au fond de la salle. Il n'a pas été inculpé. Les preuves avaient établi sa connaissance des faits, mais plaçaient la responsabilité opérationnelle principale sur Sophie et son contact. Je ne lui ai pas parlé aux audiences. Mais à la seconde, alors que nous partions dans des directions opposées, il m'a regardé de l'autre côté du parking. Juste regardé. Je l'ai regardé en retour. Puis je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à la maison de Bernadette pour le déjeuner, car c'est ce que j'avais prévu de faire cet après-midi-là, et j'avais l'intention de continuer à faire les choses que j'avais prévues. Sophie a été condamnée en mars pour 2 des 3 chefs d'accusation. Elle a été condamnée à 18 mois de probation, à une restitution financière obligatoire et à des travaux d'intérêt général. Elle était aussi, pour l'essentiel, inemployable dans son secteur dans cette région pour un avenir prévisible. Les 3 choses ensemble avaient une complétude rigoureuse. Je n'étais pas contente qu'elle ait souffert, mais j'étais contente que ce qui m'avait été pris ait un nom, une conséquence et une résolution. Ce sont des choses différentes. Les tulipes sont ressorties au printemps. J'en ai planté d'autres, une nouvelle variété d'un bordeaux profond, le long de l'allée principale, où elle serait la première chose visible depuis la rue. Richard avait toujours dit que le jardin était la façon pour la maison de se présenter. Je pensais qu'il était temps pour une nouvelle présentation. Richard disait toujours
Mesure 2 fois, coupe une fois. Il le disait à propos de l'ingénierie, mais c'était vrai aussi pour les gens. J'ai appris cela. Le deuil vous rend vulnérable, et les mauvaises personnes savent comment utiliser cette vulnérabilité. Mais vulnérable n'est pas la même chose que faible. Les choses douces absorbent la pression. Elles ne se brisent pas toujours. Si quelqu'un que vous aimez vous a laissé une porte verrouillée, franchissez-la. Vous méritez de savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'auriez-vous fait à ma place? J'aimerais sincèrement le savoir. Laissez un commentaire ci-dessous et merci de m'avoir écouté.